Bonjour, je suis Mickaël Lheureux. Moi, je suis Lucas Magnan et on va vous présenter dans le cadre de notre cours PHS 1102 notre projet radio. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ayons une vue d'ensemble de la radio. Donc, on peut voir que la radio est composée d'une antenne de réception, d'un filtre passe-bande, d'un démodulateur ainsi que d'un amplificateur. Il est à noter aussi qu'il s'agit d'une radio AM, ce qui va être crucial pour les explications futures. Alors, premièrement, je vais vous expliquer l'antenne de réception. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir sur les radios AM, c'est que l'antenne émettrice de la radio, elle est alimentée par une source de tension sinusoïdale qui a un courant qui va passer par l'antenne. Ce courant-là va faire en sorte qu'il y a un champ magnétique qui va se produire, un champ H qu'on peut voir sur l'image, sur la slide. Et c'est ça que notre antenne en forme carrée, notre antenne de réception, va capter. Alors, ce champ-là crée une tension induite qui va pouvoir alimenter notre radio dans l'antenne de réception, puisque selon la loi de Faraday, comme on l'a vu, le fait qu'il y ait une variation du flux magnétique crée une force électromagnétique sur une tension induite. Aussi, notre antenne va servir d'une bobine qui a une certaine inductance L donc on va montrer plus tard comment on a fait pour trouver cette valeur de L. Mais ce qu'il faut savoir, comme on peut voir sur la formule qu'on peut voir en dessous de l'image, c'est qu'il y a différents paramètres qui sont considérés dans la formule d'inductance, soit le nombre de tours de l'antenne et la longueur B de chaque arête du carré. Alors, on va pouvoir, après ça, selon l'inductance qu'on va trouver, ajuster notre valeur de N et notre valeur de B afin d'avoir des valeurs qui ont du sens et qui font qu'on peut faire une antenne faisable avec une certaine longueur B et un certain nombre de tours de fil qu'on fait à l'antenne. Alors maintenant, je vais vous exposer le fonctionnement du filtre passe-bande. Alors, le filtre passe-bande, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va filtrer le signal et ça va laisser passer la composante du signal qui est seulement à une fréquence particulière qu'on appelle fréquence de résonance. Okay? Et cette fréquence de résonance-là, c'est la fréquence qui va maximiser la fonction de transfert du circuit LC qui compose, dans le fond, le filtre passe-bande. Okay? La fonction de transfert représente le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée du circuit. Donc, comme je dis, la fréquence de résonance, la fonction de transfert est maximisée et donc le signal va passer, tandis que pour d'autres fréquences, cette composante du signal-là va tout simplement avoir une grande réduction d'amplitude. Okay. Dans notre cas, puisqu'on l'a dit, comme j'ai dit, c'est un circuit LC, eh bien l'inductance qu'on va utiliser, c'est l'inductance de l'antenne et la capacité qu'on va utiliser, c'est celle du condensateur à capacité variable, puisque, comme on l'a dit, eh bien, le filtre passe-bande, ça sert à sélectionner la fréquence qu'on veut laisser passer. Eh bien, puisqu'il dépend, comme vous pouvez voir sur l'équation ci-dessous, de la capacité, on peut faire varier la fréquence qu'on laisse passer en faisant varier la capacité du condensateur à capacité variable. Et ça, on va le faire pour une plage de 540 kHz à 1600 kHz, puisque c'est une radio AM. Alors, maintenant, le calcul de la capacité du condensateur, le condensateur à capacité variable, je l'ai juste ici. Comme vous pouvez voir, il est fait par deux couches d'aluminium entre lesquelles on a mis un diélectrique de papier. Okay. Et donc, comment est-ce qu'on réussit à faire varier la capacité? Eh bien, c'est tout simplement en déplaçant la couche externe, ce qui change la surface, dans le fond, de superposition des deux couches d'aluminium, ce qui va changer la capacité. Comme on l'a mentionné précédemment, ça va aussi donc changer la fréquence de résonance, qui est la fréquence que laisse passer le filtre passe-bande. Okay? Pour calculer théoriquement la capacité de notre condensateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par utiliser le théorème de Gauss avec une surface cylindrique pour trouver le champ électrique entre les deux armatures du condensateur. Ensuite, à partir de là, on a trouvé la différence de potentiel entre les deux armatures du condensateur pour enfin utiliser la formule capacité est égale à charge sur la différence de potentiel pour trouver la capacité du condensateur. Ça a été une des premières étapes qu'on a fait parce que, comme on le sait, la théorie et l'expérimental ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc, on voulait voir expérimentalement, on voulait calculer théoriquement
notre condensateur, sa capacité, ensuite la tester expérimentalement pour enfin réussir à continuer avec le laboratoire, trouver l'inductance, etc. Et dans les faits, eh bien, finalement, la capacité théorique expérimentale était relativement très proche. Donc maintenant, le calcul de l'inductance. Alors, pour calculer l'inductance, déjà, comme j'ai énoncé, il fallait trouver la capacité expérimentale de notre condensateur qu'on avait faite de capacité variable. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en laboratoire. Une fois qu'on avait la capacité expérimentale, c'était très simple. Il suffisait donc d'isoler l'inductance dans la formule de fréquence de résonance pour savoir, pour une telle capacité maximale de notre condensateur, quelle inductance il nous faudrait pour atteindre la plus basse fréquence possible. Et c'est ce qu'on a fait tout en respectant certaines autres contraintes que je vais vous expliquer bientôt. Maintenant, je vais expliquer comment est-ce qu'on a choisi l'inductance et la capacité de notre antenne et de notre condensateur. On avait quelques critères et contraintes à respecter. Déjà, il fallait que l'impédance d'entrée de l'amplificateur soit beaucoup plus grande que celle du condensateur pour assurer un bon flot de courant dans le condensateur. Ensuite, il fallait que l'inductance de l'antenne soit haute pour permettre, dans le fond, une bonne clarté du signal. Dans les contraintes, on avait la plage de fréquence, élément qui est de 540 kHz à 1600 kHz, c'était pas trop une difficulté. Cependant, une difficulté venait du fait que pour une fréquence de résonance donnée, la capacité et l'inductance ont une relation inversement proportionnelle. Par là, ce que je veux dire que pour une fréquence de résonance donnée, si on augmente la capacité, l'inductance va diminuer. Donc, on ne peut pas avoir une capacité qui est infiniment élevée, donc une impédance du condensateur qui est infiniment basse, ainsi qu'une inductance de l'antenne qui est infiniment élevée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un juste milieu. Donc, on a analysé la situation et après quelques recherches, on a conclu que c'était correct si, dans le fond, l'impédance du condensateur était environ 15 fois plus petite que celle de l'amplificateur. Et c'est en se basant sur ça qu'on a fait nos calculs. Ça nous a permis donc d'avoir l'inductance de l'antenne la plus élevée possible tout en respectant l'impédance basse du condensateur. Alors maintenant, parlons un peu du démodulateur. Alors, ce qu'il faut savoir sur le démodulateur, c'est que son objectif, c'est d'extraire le signal audio pour permettre au haut-parleur ou à l'écouteur de ne capter que le signal audio correspondant à la fréquence qui, elle, est déterminée selon l'inductance et la capacité. Donc, la première composante du démodulateur, c'est la diode. On a utilisé, nous, une diode au germanium, et cette diode permet, dans le fond, de seulement laisser passer le courant dans le circuit si il y a une tension de au moins 0,3 environ volts qui a été perçue dans le fil de passebande. Donc ça fait en sorte que les fréquences qui sont trop atténuées, qui sont donc trop loin de la fréquence de résonance, ça va faire en sorte que quand ça va être ces fréquences-là, le circuit va tout simplement pas fonctionner. Donc ça va améliorer la clarté du signal. Donc maintenant, pour ce qui est de la membrane oscillante, comme on peut voir à l'écran, elle est composée d'un aimant permanent ainsi que d'un électroaimant mobile qui a la forme d'un solénoïde. Alors, lorsque la diode va laisser passer le courant, ça veut dire qu'il va y avoir une variation de flux magnétique dans le solénoïde et donc une variation de force. Ça va faire en sorte que la membrane va vibrer et donc on va pouvoir percevoir les ondes sonores. Alors, pour finir, parlons un peu du circuit amplificateur. Alors, pour ce qui est des caractéristiques de l'amplificateur, qu'on a utilisé en tout cas, il a une très haute impédance de 50 kΩ environ, et il s'agit d'un composant actif. Ça veut dire qu'il a fallu alimenter avec une pile de 9 volts le circuit amplificateur. Maintenant, pour son utilité, ce que ça fait, le circuit amplificateur, c'est que ça permet de compenser la très faible impédance des écouteurs ou des haut-parleurs qui sont à notre disposition. Ça, dans le fond, ça fait en sorte que la sélectivité du filtre est sauvegardée. Donc, on va pouvoir seulement garder les fréquences qui sont proches de la fréquence de résonance, puisque l'impédance est assez haute. Gas stations are allowed to charge at the pump. Canadian Taxpayers Federation.
I can feel the devil walking next to you.